À gauche de l'image, vous avez le lycée Barthou. Tiens, j'ai pas vérifié cette année, mais il y a quelque temps, les collégiens et lycéens n'avaient pas cours le vendredi et le samedi. Alors l'accès au lycée était ouvert, mais tout simplement les classes dont les fenêtres donnaient sur la piste, c'était absolument inaudible puisque ça roule toute la journée. À Pau, il n'y a pas que la Formule 3, il y a des courses de support, de berline, de GT, un programme vraiment magnifique. Et les élèves étaient bien contents de ne pas aller en classe et de venir voir les voitures. On connaît certaines vocations qui sont nées à ce moment-là, à ce moment du Grand Prix de Pau. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la tête des pilotes là, Antoine? Il faut garder les pneus en température, c'est important sur les Formule 3. Ouais, c'est sûr que là il faut rester concentré, il faut préparer du mieux possible son restart parce qu'effectivement il est très difficile de doubler à Pau, donc le restart peut être une occasion de le faire. Donc, et pour le leader surtout rester concentré, ne pas perdre de vue l'objectif qui va être de faire le meilleur restart possible et de pusher très très fort dès l'instant que le safety car va s'effacer. C'est pas encore pour tout de suite, ça fait 7 minutes maintenant quasiment qu'on est sous neutralisation, sous régime de safety car. Vous avez aperçu le russe Mazepin qui ne risquait pas de repartir évidemment, vu l'état de l'avant de sa voiture. Là on voit encore 2 voitures à évacuer et puis comme je vous disais tout à l'heure, des fluides sur la piste. On y dépose une poudre absorbante pour pouvoir nettoyer ce circuit du mieux possible, le plus vite possible, de façon à ce que la course puisse reprendre ses droits. Et effectivement, là on est encore parti pour 3 ou 4 minutes de safety car. On va avoir une course quasiment coupée en deux. Ouais. Alors les pilotes de F3, c'est pas comme en F1, ils peuvent discuter avec leur ingénieur à la radio, ils n'ont pas de restriction de discussion. Est-ce que c'est important pour des garçons qui ont 17, 18 ans, une vingtaine pour les plus âgés presque, de discuter à ce moment-là avec leur ingénieur pour faire le point sur la voiture, faire le point sur le classement? Ouais, c'est sûr que là, c'est des jeunes pilotes, donc avec peu d'expérience encore, et forcément, ça les rassure de pouvoir discuter avec leur ingénieur. Qui leur donne pas forcément des infos primordiales parce qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, mais ça les rassure. C'est des jeunes pilotes, donc il faut surtout pas qu'ils s'égarent, qu'ils se déconcentrent. Il faut vraiment les garder dans la course, les garder focus sur l'objectif, et donc c'est effectivement important de. Après, ils leur parleront un petit peu moins une fois que la course va reprendre ses droits, surtout sur un circuit comme Pau en ville. On n'a pas, quand on est pilote, envie d'entendre quelqu'un nous parler pendant qu'on est en apnée et que les virages s'enchaînent et nous sautent aux yeux. Donc là, c'est une façon effectivement de pouvoir discuter, de leur rappeler les process, ce qu'ils ont à faire, et de les garder concentrés sur la course. Avec son numéro 21, la voiture rouge et noire, vous avez aperçu le Français Antoine Hubert. Lui, il roule donc dans une écurie néerlandaise. Il a un ingénieur portugais et ses mécaniciens sont japonais et espagnols. Donc, imaginez un peu les discussions qui se font bien sûr en anglais. C'est aussi une formation globale pour le métier de pilote. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est une très bonne école pour les années à venir, où il va être amené à travailler avec forcément des mécaniciens et des ingénieurs et des équipes venant de tout horizon. Allez, dans 2 minutes, avec un peu de chance, on va réussir à repartir. Il reste une voiture à évacuer, celle du jeune Allemand Beckmann. Alors Beckmann, c'était son premier week-end de course ici à Pau, tout simplement parce qu'il vient d'avoir 16 ans à la fin du mois d'avril. Et il a donc manqué les 2 premières courses de l'année. Attention à l'aileron là, qui est en train de se promener. Vous l'avez vu, il va falloir rentrer au stand parce que l'aileron avant est en train complètement de partir. Donc il n'a pas pu faire les manches du Paul Ricard et du Hungaroring, Beckmann, tout simplement parce qu'il était à 15 ans et 350 jours. Cette fois-ci, à 16 ans, le règlement international de la FIA, de la F3, lui permet de prendre son premier départ. Bon, ça c'est pas très bien terminé pour cette fois. C'est Aaron dont l'aileron avant est en train de partir. On va vraisemblablement lui demander de rentrer au stand pour en changer.
Vous avez une préférence dans ce genre de situation, Antoine? Parce que là, on voit les pilotes éviter le vibreur. Or, en course, ils vont allègrement l'attaquer. Pourquoi on l'évite? On essaye de ménager un tout petit peu sa monture. On sait qu'on va lui en demander beaucoup après. Donc on évite d'aller inutilement taper un trottoir et les petits boudins par terre qu'on a vu au niveau de la statue Foch pour, on va dire, ménager sa voiture et avoir la meilleure auto possible pour la fin de course, parce qu'on sait que tous ces contacts à répétition avec les trottoirs peuvent dérégler l'auto, les trains roulants qui sont très importants à la performance générale. Et on repart, ça y est, c'est évacué après quasiment 11 minutes. C'est reparti, drapeau vert, on ne double pas jusqu'à la ligne et c'est parti avec Laurenti qui est devant, Stroll 3e, Russell, Aylott. Et de retour au stand, il y a Aaron et il y a Antoine Hubert, je crois, qui rentre également au stand. Ouais, exactement, le français, malheureusement. Allez, c'est reparti parfaitement pour l'italien Laurenti. Pour Laurenti, c'est une situation assez nouvelle. Depuis le début du championnat, il ne nous a pas habitués à ça, et même depuis le début du week-end, puisqu'il a fait deux premières courses, on va dire, au bilan mitigé. Et là, il se retrouve en tête du Grand Prix. La course sur les 3 qu'il faut accrocher ce week-end, ça c'est sûr. Il va falloir maintenant tenir le rythme, la pression, ne pas se déconcentrer pour ne faire aucune faute. Parce que Lance Stroll lui aussi veut accrocher le Grand Prix de Pau à son palmarès. Ah, c'est clair, celui dont on retiendra le nom, c'est celui qui va gagner. On vous a dit que Étancelin, Fangio, Nuvolari, Prost, Alesi, Montoya, Hamilton, Grosjean se sont illustrés ici. Voilà, c'est comme toujours le nom du vainqueur que l'on retient. Ericsson pour l'instant signe le meilleur tour en 1:12.811. On va voir les chronos probablement tomber au fur et à mesure de la course. Il occupe la 7e position, le Suédois. Et il donne un petit peu d'air, Laurenti. Ouais, Laurenti pour le moment il répond présent. C'est extrêmement difficile de dépasser ici sur ce circuit de Pau. Ça c'est sûr. Il a qu'une seule mission, Laurenti, c'est de ne pas faire de faute, de rester concentré. Et il a de grandes chances de pouvoir aller au bout et remporter le Grand Prix. Même si Lance Stroll lui met la pression jusqu'à l'arrivée, ce dont je ne doute absolument pas. Il lui faut tenir ce rythme et ne pas faire de faute. Lance Stroll qui est canadien, dont le nom a été évoqué pour devenir pilote essayeur en Formule 1 dès l'année dernière, parce que son papa a de gros moyens. Il est dans le textile, si je ne m'abuse. Monsieur Stroll, on a parlé de lui pour prendre départ dans diverses écuries et placer son fils, du coup. Pour l'instant, Lance fait ses gammes. De temps en temps, il peut rouler avec les voitures de son père sur certains circuits. Mais... ouais, c'est sûr que ça aide. Ça aide. En tout cas, ça aide aussi à être beaucoup plus libéré dans sa tête. Quand on sait qu'on a ces opportunités-là, si toutefois les résultats venaient à suivre. Donc forcément un peu plus de pression, je pense, sur Laurenti pour cette course-là que pour Lance Stroll. Est-ce qu'on dégrade le train avant, comme sur les monoplaces plus grosses, lorsqu'on suit de très près une Formule 3? Non, pas. Il n'y a pas autant de turbulences aérodynamiques. Donc on n'est pas comme en GP2 ou en Formule 1 où là encore on passe un step et où il est très très difficile de suivre une voiture de près. Effectivement, comme vous l'avez dit, Marc, la dégradation des pneus, c'est pas le cas sur une F3. Il y a de l'aérodynamique, mais on n'est pas au niveau d'une GP2 ou d'une F1. D'ailleurs, on le voit, les voitures se suivent de très près sur un circuit en plus où on roule avec beaucoup d'appui de par ce tracé en ville très sinueux, très technique, très étroit. On y roule avec beaucoup d'appui puisqu'on n'a pas de compromis entre l'appui et la traînée à faire. Donc, et malgré tout, on voit les voitures qui se suivent de très très près. Donc, oui, on vous rappelle que ce circuit fait 2,7 km, donc il est très court. La ligne droite également la plus courte de la saison. Et puis il est très bosselé aussi, ce circuit. Ça, c'est important. Oui, c'est bosselé forcément. Attention à l'extérieur, numéro 22. Magnifique dépassement par l'extérieur. Magnifique dépassement d'Ericsson. Ericsson qui passe Vettel, l'américain. Exactement, ouais. Wow, c'était pour la 6e position. Ah ben on disait que les dépassements étaient difficiles. Alors on en a eu un magnifique par l'extérieur au virage de la gare.
Ça fait partie des très très beaux dépassements, effectivement. On a vu hier en course 2 le Français Hubert faire un dépassement à l'intérieur de la courbe du lycée en surprenant le pilote qui le précédait en plongeant au tout dernier moment. Dans cet épingle qui est l'endroit le plus lent du circuit à 45 km/h en première. Et là franchement Ericsson, bravo. C'est bien, c'est ce qu'on veut voir. Ce freinage de Lagarde, il est pas facile. On sort d'une grande courbe qui passe absolument à fond en F3, aux alentours de 220-225 km/h. Et tout de suite, on doit freiner derrière pour entrer dans le virage de Lagarde en deuxième vitesse. Et ça laisse effectivement peu de place. Ça freine assez tard, donc compliqué pour aller dépasser déjà à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est absolument magnifique. Ah, si Lance Stroll a vu l'action sur un des écrans géants qui entourent le circuit, ça va pouvoir lui donner des idées. Il est toujours collé sous l'aileron arrière de Laurenti à 3/10 de seconde. Quatrième, c'est Russell. Voilà, le virage du lycée. Troisième, pardon, Russell. Donc vous parliez tout à l'heure là où Hubert a réussi à surprendre hier son adversaire. C'est effectivement un des seuls endroits également avec le virage de Lagarde où on peut espérer dépasser en surprenant celui qui vous précède et qui vous attend absolument pas à cet endroit-là. Mais une fois que vous êtes à côté de lui, malheureusement, il ne peut plus tourner. Ouais, s'il tourne, le vous boulot finissez mal tous les deux. Ou alors voilà, c'est ça, c'est un accrochage et malheureusement, celui qui est à l'extérieur, normalement, a perdu. Ah là, le ton est en train de monter. Ils viennent de tourner en 1:11.555 pour Laurenti, 1:11.448 pour Lance Stroll. Et Barney Code, vainqueur de la première course hier matin sous la pluie. Ça commence à s'animer, c'est bien. Magnifique dépassement et en surprenant son adversaire. Virage de Lagarde, Lance Stroll toujours pressant, qui montre le museau de sa F3 dans les rétroviseurs de Laurenti. Il a raison, hein. Il le sait forcément, hein, que Laurenti n'a pas forcément l'expérience et l'habitude de se retrouver dans cette situation. Donc il faut lui mettre la pression s'il veut pouvoir trouver l'ouverture, espérer une petite faute de son adversaire. Il faut vraiment continuer à pousser très fort derrière. Oui, alors en même temps, il faut attaquer, mais on voit à chaque fois les sorties de virage lorsqu'elle a remise en vitesse. Soit c'est des vibreurs, soit c'est carrément le trottoir. C'est ça. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On essaye il faut monter dessus à certains endroits pour aller vite, on n'a pas le choix, mais on essaye d'éviter ceux qui ne sont pas, on va dire, impératifs pour la performance, parce que les voitures souffrent énormément sur ces trottoirs, elles ne sont pas faites pour ça, et elles sont très très sensibles au réglage des trains roulants, notamment au niveau du train avant, et donc la répétition des impacts sur les trottoirs finissent par dérégler ces réglages-là et par dégrader le comportement de la voiture, donc la performance sur un tour. Donc et puis on a vu des crevaisons. Hier, on a eu 2 crevaisons comme ça, 2 pilotes, notamment à cet endroit-là, à la remise en vitesse. Une toute petite touchette du trottoir, c'est terminé. Hein. Ouais, à la sortie du virage de Lagarde, les trottoirs sont assez hauts, donc là, il ne faut surtout pas les toucher ni même monter dessus, parce qu'effectivement, ça peut derrière occasionner la crevaison, voire l'abandon. Hein. On peut endommager également la suspension. Et c'en est fini. Et alors que Hubert, le Français, vient de signer coup sur coup le meilleur tour. Il avait fait 1:11.2, il vient de faire 1:11.032 très précisément. C'est le meilleur tour en course actuellement. On a toujours donc l'Italien Laurenti qui se maintient en tête avec la voiture jaune et bleue. Devant la rouge et blanche de Lance Stroll, le Canadien qui porte le numéro 1. Il est à 6/10. 3 Russell qui a un petit peu plus de 2 secondes, 6 maintenant. 4 Callum Ilott en britannique. Jensen, Ericsson, Tveter et Carey suivent pour l'instant. On a l'impression qu'on est en train de s'installer dans un rythme un petit peu plus calme, j'ai envie de dire. Or, c'est une fausse impression. Ouais, non, ils ont trouvé leur rythme. Laurenti est dans un rythme parfaitement rapide. Et donc, l'écart s'est stabilisé avec Lance Stroll maintenant. Tiens, sur ce plan-là, on voit extrêmement bien ce que vous expliquiez, Antoine. C'est-à-dire que la route, non seulement elle est bosselée, mais en plus elle est bombée. Exactement. Et c'est pour ça que c'est des virages dans lesquels on rentre très très tôt pour bénéficier de ce léger banking qui permet de caler l'auto, de lui donner du grip et de pouvoir emmener beaucoup de vitesse. Et ce qui laisse aussi peu de place pour le dépassement, parce qu'on a une tendance à rentrer un petit peu plus tôt qu'à la normale dans les virages.